La grande table critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat, en compagnie de critiques de la presse et d'ailleurs. On se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui des séries et des expos. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, des micros à pied, des ballons de basket, des sculptures en marbre et des capotes. Après le journal à 12h55, nous parlerons d'expositions, celle que le MUSEM à Marseille propose sur le VIH et le sida, et celle que le Centre Pompidou et la Bourse du Commerce consacrent au sculpteur contemporain Charles Ray. Mais pour l'heure, je suis avec Raphaël Neuyer, critique entre autres pour les Cahiers du cinéma et la revue Débordement, et Olivier Joyard, critique, auteur et réalisateur. Et nous parlons de l'actualité des séries. Tout à l'heure, Drôle, la dernière série de Fanny Herrero sortie la semaine dernière sur Netflix. Mais tout de suite, direction Los Angeles et les années 80 avec Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. I don't care who you are. If you're a human being with two eyes and a heart, this game, this industry makes you feel good. What industry? Sweat socks? No, show business. Hey, Dr. Bus. I'm going to buy the Lakers. Ah, no kidding. Welcome to sunny Los Angeles. Great for tans. Tell them to win the championship one of these days. It's showtime. I'm glad you're home. Now, did you really miss me? I guess you did by the look in your eye. Really back and relax while I put away the dishes. You and me can rock a back. You can ring my bell. You can ring my bell. Ring my bell. C'est le réalisateur Adam McKay qui est à l'origine de cette série sur le basket américain. Dernièrement, on a beaucoup commenté son film Don't Look Up, sorti sur Netflix. Ce nouveau projet, diffusé cette fois sur HBO, nous plonge dans l'histoire d'un club de basket légendaire, celui de Magic Johnson ou encore Kareem Abdul-Jabbar, les Lakers, lorsqu'à l'orée des années 80, Jerry Buss, mania de l'immobilier, décide de l'acheter et d'en faire un grand club. Le problème, c'est que jusque-là, il perd beaucoup sur le terrain et au portefeuille. Son entraîneur est en proie à des crises de colère et des accès dépressifs. L'équipe est grevée d'embrouilles et de rivalités entre anciens et nouveaux. Bref, il va falloir toute l'inventivité et l'ambition d'un Jerry Buss pour secouer tout ça et faire des Lakers non seulement une bonne équipe de basket, mais surtout une entreprise viable, sexy et lucrative. Raphaël Neuyer, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette série ? Je la trouve assez intéressante. Alors effectivement, le point de départ de la série, c'est cet entrepreneur flamboyant, ancien chimiste, on apprend au passage, Jerry Buss. Et de façon peut-être assez étonnante chez Adam McKay, on va avoir vraiment une sorte de récit du capitalisme comme aventure, comme à la fois comme coup de poker, pari et véritablement aventure. Et donc il n'y a pas vraiment, on pourrait dire, de dimension critique attachée à cette aventure entrepreneuriale, mais elle est portée donc par l'enthousiasme de ce personnage, encore une fois assez haut en couleur, et de sa famille, dont on apprend par ailleurs qu'elle a subi aussi la Grande Dépression, etc. Donc il y a vraiment toute une trajectoire qui est celle du progrès à l'américaine et que la série a l'air d'une certaine manière de valider. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait la série va ouvrir de multiples dimensions et en fait va amener à reconsidérer les Lakers sous différentes perspectives. Donc il y a à la fois ce qu'on a dit, le club comme entreprise capitaliste qu'il s'agit de rentabiliser. Il y a aussi le jeu comme stratégie. Et puis il y a l'équipe comme collectif humain avec ses différentes générations, les dissensions, etc. Et donc on a une matière assez riche, ce qui crée une série foisonnante. Et du coup, il y a des moments où il faut, pour faire tenir tout ça, il faut sans doute quelques raccourcis, mais du coup, ça donne quelque chose d'assez captivant. Olivier Joyard.
Oui, c'est l'histoire de ce qu'ils appellent une dynastie. J'ai toujours trouvé ce mot assez intéressant pour les grands. C'est en général pour les équipes sportives dans un pays où ça manque un peu de dynastie. En fait, les seules dynasties sont des dynasties capitalistes de toute façon là-bas. Et donc, je pense que ça reprend ça. Et je dirais qu'il n'y a pas de dimension critique au sens. Il n'y a pas la férocité qu'on peut retrouver, par exemple, dans Don't Look Up récemment sur le système américain médiatique. Là, on est vraiment dans l'idée que quelque chose s'invente sous nos yeux et que, en même temps, il y a quelque chose qui me raccroche, moi, au travail de McKay, et notamment qu'il avait fait avec Will Ferrell beaucoup, qui a été un des 2 choix pour l'acteur principal. C'est finalement John C. Reilly qui joue. C'est ça. Il y a quelque chose d'un peu moins parodique avec John C. Reilly et d'un peu plus empathique et qui me semble finalement assez réussi parce que je pense que la série serait partie dans tous les sens. Et je pense que ce qui l'intéresse surtout, c'est quand même de montrer l'invention d'un spectacle. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension par rapport à ce que lui travaille comme auteur et cinéaste et réalisateur. Il a réalisé les 2 premiers épisodes, donc il n'y a pas que lui. C'est l'invention du Showtime, ce qu'on a appelé le Showtime, c'est-à-dire les Lakers des années 80, qui ont piqué un peu aux Dallas Cowboys, qui était une équipe de football américain qui avait inventé beaucoup de choses autour d'un match. Et là, eux, ils ont ajouté qu'à l'intérieur d'un match, il devait y avoir du spectacle. Et c'est vraiment ça dont il s'agit. Et moi, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans la série, c'est cette façon. Il y a le run and gun, ce qu'on appelle de faire des transitions très rapides, de toujours courir, de créer du mouvement. Il y a tout un speech du coach à un moment où il leur explique qu'il faut que vous jouiez comme ça. C'est comme ça qu'on va gagner. Moi, j'ai l'impression de voir Adam McKay, cinéaste, qui nous explique comment lui procède. Il y a quelque chose presque de déceptif quand on attend une série sur le sport. Il y a des très bonnes séries sur le sport. Je ne retrouve pas le titre, mais vous allez m'aider. Friday Night Lights, par voilà, exemple. sur le football américain. C'est que le long des, disons, 3-4 premiers épisodes qu'on a pu voir, il y a très très peu de basket quand même. Il y a très peu d'entraînement. Moi, j'étais assez frustrée de ça. C'est vraiment quelque chose, en effet, c'est une série sur l'industrie du spectacle. Mais on y perd peut-être, et aussi peut-être pour des raisons esthétiques, parce que je ne suis pas sûre que Adam McKay, ça l'intéresse beaucoup de filmer sur la longueur, quoi que ce soit. On perd un peu, justement, en théorie un peu sportive, qui pourrait d'ailleurs, en effet, être très intéressante à comparer avec l'industrie du spectacle. Je trouve ça un peu dommage, Raphaël Leyer. Oui, après, c'est le découpage du récit, puisque la fin de la première saison, voilà, on commence à vraiment marquer. C'est le moment où les victoires commencent à s'enchaîner, etc. Moi, je trouve assez intéressant, justement, quand on a une série sur une équipe de basket, de commencer un peu par tout ce qui l'entoure et tout ce qui la rend possible, que ce soit à la fois d'un point de vue économique, etc. Donc, moi, ça m'a pas tellement dérangé de ne pas voir beaucoup de moments de match, etc. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, c'est tout cette question un peu de l'esthétique du jeu. D'ailleurs, ça commence là-dessus, par Buzz qui file une sorte de métaphore autour des liens entre le basket et le sexe. Et voilà, la série ne va cesser de créer des métaphores autour du jeu, autour de la fluidité du jeu, avec des montages qui rappellent un peu ce que McKay avait déjà fait, mais qui m'ont aussi un peu évoqué Nymphomaniac de Lars von Trier, avec des écrans divisés, des métaphores comme ça, etc. Qui peuvent être assez belles, donc notamment autour du free jazz. Alors après, le problème des métaphores, c'est qu'en général, elles s'appuient aussi sur un discours. Donc il y a toujours le côté un petit peu illustratif qui menace. Mais voilà, esthétiquement, c'est quand même assez intéressant. Ça participe, on pourrait dire, de cette sorte de saturation de chaque épisode. Oui, parce que vous le disiez, il y a du split screen, il y a de la pellicule, de la fausse pellicule, de l'archive, des incrustations, ce qui fait beaucoup Adam McKay dans le texte, de la vidéo. En fait, ça change en permanence. Parfois, sur une séquence, il y a au moins 8 changements d'esthétique. Moi, ça m'épuise un peu personnellement, mais bon, ça a l'air de vous plaire. Moi, je suis assez d'accord. Ça me plaît par intermittence, c'est-à-dire que à partir du moment où je pense comprendre, en tout cas, je perçois qu'il s'agit d'un système qui veut valoriser l'idée du jeu. En fait, j'ai le sentiment vraiment que, encore une fois, il fait cette comparaison entre aller vite sur le terrain, aller vite avec la caméra. Et moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai le sentiment qu'en plus, il y a quelque chose d'une forme d'émerveillement qu'il a envie de nous transmettre. Je pense que c'est peut-être son émerveillement de jeunes personnes, d'enfants ou d'adolescents face à cette équipe-là, qui est quand même une équipe vraiment mythique aux États-Unis, qui est l'équipe Côte Ouest, qui a précédé le rap californien. Il y a beaucoup d'imaginaire autour de l'équipe des Lakers, qui était au Forum d'Inglewood, qui était une
une sorte de vieille salle située au sud de Los Angeles, dans les quartiers noirs. Il y a beaucoup de dimensions quand même, je trouve, dans cette série, et il y a l'irruption d'un personnage. Il y a quand même cette irruption, cette révélation de Magic Johnson qui arrive et qui est extrêmement, moi je trouve, impressionnante. Alors justement, sur le personnage de Magic Johnson, ça participe de ce que je disais sur ma frustration par rapport au jeu du basket, enfin au fonctionnement du basket. Moi, je ne connais rien au basket. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre les enjeux de l'arrivée d'un joueur comme Magic Johnson, qui est immense, qui est très jeune, qui est plein d'énergie, qui vient des quartiers pauvres de Chicago, dans une équipe déjà formée où il y a déjà un meneur, ce qu'on appelle un meneur, un très grand comme lui, donc ça va faire potentiellement double emploi. Tous ces enjeux-là, qui sont aussi des enjeux politiques, parce qu'il faut aussi dire que quasiment tous les joueurs sont noirs et que toute l'équipe est blanche, je les trouve complètement sous-traités par la série, Raphaël Neuer. Oui, alors là, il y a plusieurs choses. Sur l'arrivée de Magic Johnson, c'est quand même le personnage qui fait basculer la série dans les années 80. Disons, c'est vraiment lui qui marque la série, ce passage-là. Et il est indissociable donc, de Kareem Abdul-Jabbar, qui lui représente la conscience politique, qui a été formée, disons, dans l'imaginaire et dans la conscience 60, politique. Voilà, s'est formé dans les années 60 avec la lutte pour les droits civiques et qui a cette conscience des rapports de race aux États-Unis. Comment ça structure la société. Et ce qui est intéressant, alors c'est pas toujours amené de manière toujours très subtile. McKay, c'est pas sa force, la subtilité, mais les deux personnages sont assez indissociables. Et ce qui est intéressant, c'est que Abdul-Jabbar, d'une part, il va être un peu remis en mouvement par Johnson, parce que il a son schéma de jeu, et en gros, on lui passe la balle, il fait son petit roulé, et il marque toujours ses 30 points par match. Donc il y a une sorte de routine, et il va être remis en mouvement par Johnson, et en même temps, ce qu'on voit aussi, c'est que d'une certaine manière, il y a une sorte de conscience politique qui s'efface, en gros, dans le marketing et dans le merchandising, etc. Vers la fin de la saison, on voit Nike, Converse, etc., qui s'arrachent la jeune star. Et donc, il y a toujours un peu des formes d'ambivalence comme ça qui naissent entre deux personnages. À la fois, il y a une sympathie qui finit par se créer entre deux, et puis il y a aussi un regret parce que Johnson enterre à l'époque de Kareem Abdul-Jabbar. Donc c'est au niveau des relations comme ça que c'est toujours assez intéressant. Olivier. Il y a quelque chose comme s'il y avait un commentaire sur les stars d'aujourd'hui, je trouve, sur l'arrivée de Magic, mais c'est l'origine des stars d'aujourd'hui. C'est-à-dire, effectivement, il est sollicité de partout. Il est bon client, comme on dit, c'est-à-dire qu'il sourit tout le temps. Et ce sourire, je trouve qu'il est traité. Je trouve que c'est vraiment ce qui est filmé dans la série, c'est-à-dire à la fois les limites de ce sourire, comme surface, comme dans la Constitution américaine, je crois qu'il y a le droit au bonheur ou quelque chose comme ça, la poursuite of happiness, c'est ça, qui me semble être une image américaine que j'ai retrouvée moi beaucoup chez les cheerleaders, par exemple le sourire forcé. Chez lui, c'est pas un sourire forcé, mais on voit que c'est un sourire qui est utilisé par le système, contre lui d'une certaine façon pour le rendre profitable pour le système. Et en même temps, moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que c'est cette permanence pour lui de ce sourire qui vient quand même de l'intérieur de quelque chose, et qui, je trouve que la série, disons dans la période un peu glauque qu'on vit, triste, politiquement compliquée, et avec la guerre, il y a tout simplement un effet, je pense il a forcé ça, Adam McKay, beaucoup, même s'il n'avait peut-être pas anticipé la guerre, mais en tout cas, je pense qu'il a anticipé un état général du monde on a l'impression de voir vraiment un documentaire sur une époque qui paraît si lointaine. C'était à peine il y a 40 ans. Oui, avec quand même un gros sens du folklore américain, fétichisme total de McKay pour notamment les téléphones. Il y a vraiment beaucoup de zoom sur les vieux téléphones qui, moi pareil, ça m'agace un peu. Raphaël Neuer. Oui, encore une fois, sur la relation entre Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson, il y a effectivement le sourire de Johnson, mais il y a aussi le visage fermé pour Absolument. le coup. Et c'est quelqu'un qui résiste au spectacle volontairement, et précisément parce qu'il a conscience que c'est un athlète noir et qui en gros fait le spectacle pour des blancs. Il a très conscience de ça, et quand il rentre sur le court, il a ce visage fermé, alors que Johnson, lui, c'est un gamin. Je n'ai pas le sentiment que la série s'échappe de ça, pardon, mais c'est-à-dire que je pense que la série le traite vraiment. Le basket, en tous les cas à ce moment-là, est un sport où les coachs sont tous blancs.
où les Oui, bien joueurs sont sûr. quasiment tous noirs, et il y a une dimension politique de fait Oui, en par cette tournant division autour des d'un tâches personnage qui et est cette un peu division du vide, travail, quoi. qui est quand même une espèce de figure, mais en effet, dans son époque, c'est-à-dire un peu vide, quoi, Magic Il y a Johnson. des allusions assez nettes à cette idée presque d'un marché aux esclaves aussi. Oui. Donc Oui, oui. il y a tout cet imaginaire-là revient très souvent, et même Johnson finit par en être conscient. Il se rend bien compte au cours d'un repas que voilà, il est là aussi. Et c'est un peu une vache à lait, quoi. Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, les 3 premiers épisodes sont sur OCS et le reste est à venir. France Culture, la grande table critique, Lucille Como. Et on poursuit avec la nouvelle création de la française Fanny Herrero, à qui on doit la très populaire série 10%. Drôle est sortie vendredi dernier sur Netflix et chronique, comme son titre l'indique, le quotidien à Paris d'une poignée de jeunes humoristes amateurs, plus ou moins en voie de professionnalisation. Il y a Bling, propriétaire d'une petite salle avec sa sœur, qui est en perte de vitesse. Il y a Aïssatou, jeune mère, qui, grâce à une vidéo devenue virale, commence à prendre du galon. Son ami Nézir, qui cumule les petits boulots pour vivre avec un père au chômage. Et Apolline, fille de grands bourgeois, qui aspire à monter un jour sur scène. Je suis pauvre. Ah, c'est pas pratique d'être pauvre. Quand je vais au distributeur, le distributeur il me dit ah désolé, j'ai pas de monnaie, bon courage, bonne journée. Ça n'allait pas être bien. Bienvenue au drôle. Je fais du stand-up. Du coup, t'es drôle quoi. J'essaye. Parfois, je me dis que j'aimerais essayer autre chose. Tu veux faire du stand-up? Je sais plus qui tu es. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. On n'en parle pas du plaisir prostatique. Moi, je comprends pas pourquoi on a autant attendu. Hein. On est quand même parti en Thaïlande avant d'aller dans son... C'est chez nous ici en fait. Drôle, la nouvelle série créée par Fanny Herrero fraye avec un genre connu, la série de stand-up, on pense à Seinfeld, Louis C.K., encore Mrs. Maisel, ma série préférée. De grands aînés, pas facile. Olivier Joyard, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors moi, à la fois on était dans dans une série très extravertie et maximaliste avec Winning Time, autant ici, moi je suis touché par la relative modestie de Drôle, au sens plutôt... très je suis laudateur quand je dis ça, c'est-à-dire que cette modestie, je trouve qu'elle est à la fois un peu partout, dans le ton, dans l'écriture, dans les recherches formelles qui sont finalement assez simples et limitées d'un certain point de vue, mais qui dessinent quelque chose sur la durée. C'est-à-dire que moi je me retrouve face à une série qui, avant tout, se présente comme un programme, presque de façon programmatique, comme la série Netflix d'aujourd'hui, c'est-à-dire diversité du casting, des histoires, la France contemporaine, qu'est-ce que ça raconte, où on en est, et des personnages dans tout 30 ans à peu près. Donc c'est, je dirais, la caricature, on a déjà vu ça dans Planqueur, par exemple, qui était pour moi assez catastrophique, et dont là, je vois que le problème, c'est peut-être pas Netflix, pas que, en tout cas, le problème en France, c'est qu'on n'a pas assez de gens qui s'expriment de façon un peu sérieuse et travaillée sur les séries. Et je pense que Fanny Herrero fait partie des rares autrices et auteurs qui travaillent vraiment profondément le genre sériel à la française. Donc tout ça pour dire que il y a vraiment dans Drôle quelque chose qui m'a captivé dans cette façon de dépasser le programme qui a été imposé à la série par... je pense, le diffuseur. Et qui serait quoi, du coup, comme le programme, ce serait de raconter d'une manière un peu colorée, vive, gentille, je dirais, une France sans conflit, mais une France diverse, une France où s'exprime la parole d'une jeunesse arabe, noire, blanche également, mais d'une façon pacifiée à l'extrême, quoi, qui serait peut-être l'anti-film de banlieue, disons. D'ailleurs, ça ne se passe pas vraiment en banlieue, c'est plutôt des lieux parisiens, de l'Est parisien. Il y a un personnage Nézir qui habite en banlieue, et je trouve que la série à la fois prend en compte cette nécessité de porter ces récits-là, parce que malgré tout, il s'agit pour moi d'une nécessité, et surtout quand on fait des séries, qui est pour moi un art du présent absolu, et en même temps s'en détache avec beaucoup de délicatesse par plusieurs choses dont on pourra parler. Raphaël.
Oui, bah alors tous les adjectifs qui étaient utilisés dans un sens positif, je les retournerai un non, peu. mais c'est bien, en effet totalement réversible. Parce que, oui, c'est une série très gentille, mais je dois être un peu méchant parce que j'ai trouvé ça, voilà, ça frôle quand même l'insignifiance. Et bon, pour être tout à fait juste, il y a quand même quelques situations qui prennent, quoi. Il y a quelques situations réussies qui sont soit étonnantes, soit où il y a quelque chose à un moment qui accroche. Mais ce qui est très frappant, c'est que dès que ça accroche, en fait, soit ça disparaît, Alors, vous pensez à quoi, soit par c'est... Voilà. Alors, par exemple, il y a un moment, il y a une Aïssatou, donc, qui remporte un certain succès et qui se voit offrir des habits par une grande marque. Et donc, elle sort dans la rue avec des sacs et puis elle se fait arrêter par la police. Et voilà, contrôle d'identité avec sa sœur. Et évidemment, voilà, là, il y a un problème, puisqu'on les prend d'emblée pour une voleuse. Alors, cette situation-là, elle se dénoue assez facilement. La police fait des selfies, elle reconnaît Aïssatou, elle fait des selfies. Et alors, deuxième moment où on se dit, tiens, il va se passer quelque chose, elle intègre ça dans son spectacle. Et donc, voilà, il y a une dimension politique qui apparaît dans son spectacle. Et à la demande de son agent, elle finit par retirer ce passage-là. Et en fait, autour de ce renoncement, eh ben, il n'y aura plus rien. Elle renonce pour pouvoir voilà, aller dans une scène plus grande, et puis ça disparaît, ça devient plus du tout un enjeu de la série. Bon, il y a pas mal de choses comme ça qui sont évoquées, effleurées, où on arrive un peu, on pourrait dire, à une sorte de point critique, et puis une fois qu'on a fait ça, bon, en gros, le boulot est fait, et on passe à autre chose. Bon, de la même manière, on pourrait prendre Nézir, c'est quelqu'un qui livre à vélo, mais qu'est-ce qu'on voit concrètement de son travail? Quelqu'un qui se promène dans les plus beaux quartiers de Paris, qui traverse des ponts, et donc en fait, le livreur à vélo sert à faire de jolis plans touristiques de la capitale. Bon, voilà, et tout est un peu à l'avenant, ce qui fait que, bah, voilà, on quête quelques situations, mais tout est lissé, quoi, finalement. Olivier Joyard. Je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que j'ai le sentiment que, notamment sur cette question de... En fait, moi, je vois ça plutôt comme un commentaire sur la création et comment elle se dessine, et notamment dans la contrainte des séries françaises. Alors, c'est peut-être un peu trop... c'est du méta, de méta, de méta. Non, mais parce que, en fait, Fanny Herrero est une des rares personnes qui réfléchit à ces questions. C'est-à-dire qu'elle a vécu ça à la fois... elle a une carrière assez longue, elle a travaillé sur plusieurs séries, et elle a créé 10% dans des conditions un peu concurrentielles, difficiles avec la posture du réalisateur. Elle a essayé de s'imposer, elle y est arrivée parfois un peu moins, et là c'est la première fois qu'elle est en charge complètement, et je trouve que la série parle beaucoup de comment on écrit. Qu'est-ce qui se passe quand on nous demande de ne pas écrire quelque chose chez les diffuseurs et dans les séries françaises? Ça arrive tout le temps. C'est-à-dire que c'est ce moment où on demande à quelqu'un de retirer une scène ou de ne pas toucher à un sujet. Il me semble que c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était au contraire extrêmement traité. Mais c'est d'ailleurs aussi un lieu de la série comique, c'est-à-dire la manière dont les personnages qui vont monter sur scène utilisent leur vie, comme on va le dire assez banalement, mais en fait, ça peut être des choses très problématiques. Leur sexualité, leur honte, la honte sociale, etc., pour faire matière. Donc, ce que vous dites, le côté méta, de toute façon, existe en effet dans une série sur le stand-up. Et après, on ne peut pas reprocher à la série son manque de radicalité. Je pense que ce n'est pas son sujet. Donc, je suis d'accord que ça aurait une autre série sur cette scène, question. en effet, sur la police? Parce qu'on pourrait se dire, si ce n'est pas son sujet, pourquoi elle se coltine la scène avec la police? Parce que c'est une scène de vie quotidienne, pour moi. En réalité, c'est ça que ça dit. Raphaël, d'ailleurs. Oui, alors effectivement, comme toutes les séries autour du stand-up, il y a cette circulation entre le quotidien et le spectacle, avec la question de l'écriture et comment une histoire s'écrit. D'ailleurs, il y a aussi des scènes assez belles où justement, l'humour n'est plus un métier, mais simplement une sorte de capacité commune, une sorte de puissance ordinaire. Et il y a notamment un moment où Nézir se retrouve chez Apolline, grande bourgeoise, et ses copines débarquent, et elle n'arrête pas de balancer des vannes. Et à ce moment-là, lui est muet. Et donc, il y a un moment où l'humour déborde de la scène et même du travail, parce qu'il y a quelque chose aussi, là où la série a assez, disons, un côté un peu moraliste dans la série, c'est que on va privilégier quand même celui qui travaille, celui qui fait l'effort, celui qui est modeste et qui, 100 fois sur le métier, remet son ouvrage et peaufine ses blagues. Voilà, c'est lui qui triomphe à la fin, évidemment. Et c'est ça l'écriture, malgré tout. Oui, bien sûr, mais bon... Il y a quand même quelque chose... Il y a un truc un peu romantique, en effet, dans la manière de présenter l'art du stand-up. C'est très propre, tout ça. Après aussi, sur cette question-là, donc il y a cette circulation entre la vie et la scène qui va dans les deux sens et qui peut être assez intéressante. Mais donc,
la description du milieu, disons, voilà, à travers la télévision, à travers les scènes, etc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le milieu de l'humour apparaît comme aussi le contraire d'un milieu social, en fait. C'est là où c'est une sorte de bain universel où on se console et où, en gros, tous les rapports sociaux se dissolvent dans le rire et où une grande bourgeoise peut tomber amoureuse d'un pauvre banlieusard, avec la séquence qui est tournée en banlieue, qui est quand même assez extraordinaire, où tout le monde, à la fin du spectacle, félicite et tape dans le dos, c'était formidable, et où il y a une balade romantique au clair de lune. Bon, voilà, on arrive vraiment dans le dur du gentil, là. Olivier Joyard. Le dur du gentil, pourquoi pas, c'est pas... Je suis séduit par cette formule. Moi, j'ai aussi vu l'invention d'une image et d'un couple. J'aime beaucoup dans les séries quand quelque chose se déploie que j'avais pas du tout soupçonné, même si c'était devant nos yeux depuis le début, mais le rapport qui se construit surtout dans la deuxième partie de la saison entre Nézir et Apolline. Donc, Younes, je recite les acteurs qui sont en effet assez formidables, ces deux-là, Younes Boussif et Elsa Gage. Oui, en effet. Et qui, moi je pense que ça dépasse à peu près toutes les attentes qu'on pourrait en avoir parce que, notamment autour de la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup dans sa représentation dans les séries ou dans les films. Je trouve ça la plupart du temps très raté. Et là, cette fois... et puis il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi un avortement dans la série. Il y a toutes ces choses qui sont finalement, dont on a l'impression qu'elles sont des lieux communs aujourd'hui, mais en fait elles ne sont pas du tout. Et donc il y a une femme qui fait l'amour avec son compagnon et qui se masturbe en même temps. Et il y a toute une conversation sur mais pourquoi tu as fait ça ? Je te suffis pas. Ce sont des choses qui sont assez fines, je trouve, sur les rapports sociaux, sexuels et affectifs d'aujourd'hui. Raphaël Neuillard. Oui, je suis assez d'accord sur cette séquence-là et la relation entre Nézir et Apolline, qui est effectivement plutôt pas mal. Mais même cette séquence-là de rapport sexuel finit par être, au lieu d'être traitée en tant que telle, elle finit par devenir... une sorte de métaphore en fait des rapports sociaux entre deux, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la sexualité en tant que telle et de ce qui se passe à ce moment-là, mais tout de suite ça embraye sur autre chose. Et alors que la séquence était très intéressante en tant que telle, mais elle dure jamais assez pour que la conversation porte vraiment là-dessus. Tout de suite ça devient moi, un peu décalé. Moi je trouve que l'orgasme est politique à ce moment-là, c'est-à-dire que ce qui est montré l'est. Ceci dit, la question sexuelle est jamais vraiment articulée à des questions typiquement qui sont des questions de honte. On rentre pas beaucoup dans le dur, alors même que c'est l'argument premier de ce fameux sketch d'Aïssatou qui devient viral et qui lui permet d'accéder. Ça, j'ai un peu regretté, par exemple, qui est pas. C'est-à-dire que là, je suis assez d'accord. C'est donc l'idée d'un doigt dans les fesses qu'elle a mis à son compagnon et qui devient le sujet de son spectacle et la source de son succès. Drôle, c'est en tout cas en intégralité d'ores et déjà sur Netflix. Je précise que Fanny Herrero était l'invitée de la Grande Table mardi dernier. L'émission est à réécouter sur le site de France Culture, bien sûr. Merci beaucoup Raphaël Neuillard, merci Olivier Joyard